Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui j'interroge Emmanuelle Roule. Emmanuelle Roule est designer et céramiste. C'est la première céramiste que nous accueillons à ce micro. Nous suivons ses aventures parisiennes et marseillaises depuis plusieurs années et nous sommes touchés par sa quête esthétique mais aussi sociale et environnementale. Emmanuelle Roule croit aux ateliers partagés et à la force du collectif, tout en développant une démarche personnelle exigeante. Elle crée et elle transmet. Elle aime chercher pour comprendre les possibilités et les limites de sa matière. S'il faut aller cueillir une technique au bout du monde, elle y va. S'il faut ressusciter un savoir-faire oublié, elle s'y met. Armée de sa vision et de sa passion, elle trace une route qui nous parle et que l'on est heureux de vous faire partager. Bonjour Emmanuelle Roule. Bonjour Raphaël. Comment la matière est entrée dans votre vie ? Je dirais qu'elle est rentrée par accident. C'était pas quelque chose de voulu parce que du coup, moi j'ai une formation art appliqué, plutôt design graphique, direction artistique et édition. Et j'ai mis les mains dans la terre, donc c'est plutôt la matière qui m'occupe aujourd'hui, en 2012. À un moment où j'avais pas beaucoup de temps dans ma vie parce que j'étais engagée dans un projet artistique avec un collectif qui était un projet assez dense qui nous faisait pas mal voyager et par ailleurs j'avais mon studio graphique. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de trouver une pratique un peu exutoire qui justement me sortait d'un travail de commande et surtout d'un travail aussi de collectif qui, même s'il est très intéressant, est une problématique en soi et a une certaine inertie. Et du coup, à ce moment-là, je vivais à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, et j'avais regardé ce qui était possible de faire dans cette ville et ce qu'elle proposait. Et il y avait une école municipale où on pouvait suivre différents types de pratiques artistiques. Et la seule que j'avais jamais abordée pendant mes études était la céramique. Et je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, je ne connais pas, donc je vais aller voir. Mais j'avais pas de désir particulier pour la terre et je me souvenais même pas l'avoir travaillé enfant. Donc c'était vraiment un terrain vierge. Et je suis arrivée dans ce cours du soir qui était assez prisé, donc j'ai eu la chance d'avoir la dernière place cette année-là, donc j'étais assez contente. On était une quinzaine et je suis tombée sur un prof assez génial, un céramiste qui, j'ai su après, était largement reconnu dans le milieu, américain de son état, qui est Patrick Loucrane, et donc j'ai suivi son enseignement pendant 3 ans. D'accord, et ça a été une formation en plus de votre boulot, de votre implication artistique. Enfin, c'est un investissement de temps important que vous avez donné à cette matière-là. Et ça a été une évidence tout de suite pour vous ? Alors ça a été tout de suite une évidence, c'était même assez troublant parce que c'était tellement pas prémédité que c'en était presque un peu déstabilisant. Et cette évidence, elle a été un peu corroborée par le fait que ce prof justement suivait avec moi l'évolution de ces pièces qui au départ étaient des pièces de petite taille, plutôt sculpturales et qui étaient essentiellement un travail sur le modelage, puisqu'on ne travaillait pas le tour avec lui, et un travail de couleur. Et c'est comme ça que j'ai mis un peu les mains dans les émaux et découvert toute cette pratique artistique de la couleur comme ça, liée à la céramique et un travail à l'aveugle qui m'a vraiment intéressée parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on applique des substances qui n'ont pas du tout la coloration qu'on aura suite à la cuisson qui va révéler ses couleurs. Donc en fait, ce travail à l'aveugle est hyper intéressant. Moi, j'avais un peu peint, mais j'avais jamais appréhendé ça, la couleur autrement. Donc c'était assez intéressant. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai compris que c'était une évidence, mais je ne voyais pas forcément un développement particulier. C'est-à-dire que ça continuait d'être une pratique plutôt de loisir, d'exutoire.
Ça pendant 3 ans. Le seul terrain d'intervention qu'il y avait au départ, c'est que du coup, moi, je réalisais la communication graphique d'un centre dramatique national à Saint-Denis, qui était le TGP. Et dans la façon de penser mes affiches, je faisais des compositions d'objets. J'avais une carte blanche du directeur de l'époque. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je peux peut-être intégrer dans ces objets-là des céramiques et ces pièces un peu sculpturales. Et donc, le directeur l'a validé. Ce qui était marrant, c'est que du coup, mon prof me voyait travailler à l'atelier des pièces, puis après, il les voyait affichées dans toute la ville. Et parfois dans le métro. Donc, c'était assez drôle. Donc, ça a commencé comme ça. C'était vraiment le premier champ d'application. Puis, c'était assez marrant de voir qu'en fait, un projet 3D de modélisation, je le transposais en 2D. C'était vraiment la première... Et c'est un peu le chemin à l'envers, d'une certaine manière. Complètement. C'est ça. Et justement, ce passage des arts appliqués à la matière, c'est un pont que de plus en plus de personnes empruntent. Vous comprenez pourquoi ? Est-ce qu'il y a un manque de matière dans les cursus arts appliqués ? Sans nul doute. En fait, l'enseignement des arts appliqués, en tout cas comme je le connais, même si j'ai le sentiment qu'il évolue, il est vraiment axé sur une dimension... malgré tout très commercial dans la pratique, et du coup on invite quand même les étudiants à avoir une écriture, mais une écriture qui doit fonctionner, qui doit marcher. Donc il y a des enjeux derrière qui orientent un peu et qui quand même façonnent la manière de travailler, notamment sous fond de ce qu'on appelle la démarche créative. Et c'est vrai que moi, l'enseignement que j'ai suivi et qui a été vraiment un manque, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de perméabilité dans les pratiques. Et il y avait très peu de dimensions un peu transversales et transdisciplinaires. Et je dirais même que c'était pas préconisé, voire c'était mal vu. Et du coup, évidemment que si on était dans le champ des arts appliqués et qui plus est dans le design graphique, qui est clairement de la 2D, je n'allais pas aller dans la 3D. Enfin, c'était pas mon terrain. Vous n'aviez pas votre place et vous étiez pas bienvenue. A priori, c'était pas mon écriture et c'était pas mon registre, et ça allait être considéré comme une bifurcation, voire un chemin qui n'est pas le bon. Et la démonstration en ex, c'est que du coup, moi, j'ai été formée à l'école Olivier de Serres, donc qui est l'ENSAMA, qui est l'école des métiers d'art et d'art appliqué, et détenteur quand même d'un certain type de savoir-faire. C'est-à-dire qu'elle avait cette capacité à concentrer au même endroit à la fois les métiers d'art, qui étaient autant le travail du vitrail, de la laque. Il y a un atelier de céramique qui aujourd'hui n'est plus en activité quasiment, qui est incroyable. Et puis il y avait tous les arts appliqués, design d'objets, design d'espace, design graphique. Dans les 2 ans que j'ai eu dans cette école, je n'ai jamais croisé les métiers d'art. Ça, c'est dramatique. Enfin, ça, c'est pas une question que je pose. C'est juste que ça me fait beaucoup de peine d'entendre ça, même si évidemment qu'on le sait. On le sait, nous, on parle du côté des artisans d'art, mais cette imperméabilité entre les arts appliqués et les métiers d'art dans ces écoles qui ont la chance d'héberger les deux, c'est incompréhensible. Et c'est d'autant plus incompréhensible que, je veux dire, c'était très facile. Et il est évident que les étudiants que nous étions, a priori, de par les expos que nous allions voir, les centres d'intérêt qu'on peut tous avoir, ou que même les profs pouvaient susciter chez nous, faisaient qu'on allait forcément être un peu intéressé par ces savoir-faire. Mais comment ça se fait que c'est assez fascinant. Enfin, le travail de la laque, par exemple. Bien sûr. Du coup, moi, je les découvrais, et comme beaucoup, le temps des journées portes ouvertes. Mais ce qui était bizarre, c'est que je le découvrais à ces moments-là, dans des temps qui étaient des temps publics, comme si j'étais une personne extérieure à l'école. Alors qu'en fait, j'étais quotidiennement dans ces... Mais comment ça se fait que ça se joue pas dans ces cas-là au café ou dans des fêtes étudiantes, ou comment ça se joue pas par l'amitié ? Parce que c'est cloisonné. C'est presque culturel et du coup pédagogique et éducatif, parce que dans la manière de l'appréhender, on nous a jamais fait sentir qu'on était dans une école qui avait cette perspective-là. Et même au-delà même, je dirais, de ce clivage art appliqué et métier d'art, il y avait autre chose encore qui était encore même plus surprenant. C'est que par exemple, il y avait quand même dans cette école un atelier de sérigraphie, un studio photo. En tant qu'étudiant en design graphique, notre diplôme c'était créateur-concepteur, et qu'il y a aussi la question de l'édition et donc de l'image, nous n'étions pas autorisés à intervenir dans ces labos. Ouais. Ce qui était pour nous une aberration, c'est-à-dire qu'on choisissait aussi ces écoles parce qu'elles avaient ces équipements. Bien sûr. Quand on rentrait dans le cursus scolaire, on se rendait compte qu'en fait l'enseignement ne considérait pas ça comme quelque chose qui pouvait être un atout, de se dire on va aller pouvoir frapper à d'autres portes, suivre d'autres enseignements, et pourquoi pas avoir un enseignement qui soit presque plus, disons, à la carte, dans le sens qu'il est capable de considérer que les étudiants ont aussi des spécificités, et du coup, selon leurs demandes, selon leur parcours, on peut ouvrir des portes, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui plein de gens qui ont été avec moi formés, des années avant ou des années après, qui ont quitté le champ des arts appliqués et qui peut-être, parce qu'ils auraient croisé les métiers d'art, aujourd'hui seraient dans ces métiers-là, auraient aussi pris le chemin de ces vocations-là, qui en plus a des ressorts économiques et financiers qui sont peut-être moins fermés aujourd'hui que ne peut l'être le champ des arts appliqués. Tout à fait, tout à fait. Et donc vous avez fini par vous libérer de cette espèce de carcan et à vous autoriser à faire ce voyage.
vers la matière, vers les métiers d'art et vers l'atelier, ou est-ce que c'est toujours un peu compliqué? Alors je l'ai pas fait, je dirais pas ça de manière aussi radicale. C'est-à-dire, si je l'avais fait dans une posture engagée, je pourrais le dire, c'est pas le cas. Ça s'est fait vraiment de manière, c'est pour ça que j'ai dit accidentelle, c'est-à-dire que ça n'était pas prémédité, c'était une intuition. J'ai suivi une intuition, mais ce n'était pas un schéma ou une vocation professionnelle. C'est-à-dire que là où j'en suis aujourd'hui, je ne l'aurais jamais imaginé. Et c'est pour ça que c'est un vrai réjouissement, parce que je ne l'ai vraiment pas du tout anticipé. Donc tout ce qui se passe est un événement assez heureux. Alors maintenant, effectivement, ça s'oriente. Par contre, très vite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai passé mon diplôme des arts appliqués donc d'Olivier de Serres en 2007. Et tout de suite, j'ai eu d'une certaine manière beaucoup de chance. J'ai commencé à travailler directement. 3 jours après, j'ai intégré ce collectif d'artistes plasticiens avec lequel j'ai bossé pendant 10 ans, juste après mon diplôme. Et ensuite, j'ai simultanément monté mon studio de design graphique et de création artistique, parce que j'ai eu cette opportunité de cette commande graphique pour ce théâtre qui m'a permis de me lancer. Donc je suis rentrée, on va dire, directement dans la voie active. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tout de suite, je me suis retrouvée à conjuguer 2 pratiques qui n'avaient quand même rien à voir. Et donc je me retrouvais à intervenir à la fois dans la création contemporaine, plutôt estampillée, artiste plasticienne, ce qui n'était pas du tout ma formation, puisque je n'étais pas des beaux-arts. Et à côté, j'avais mon studio graphique qui, a priori, était le terrain le plus légitime pour moi, parce que j'avais le diplôme qui le légitimait. Mais en même temps, j'avais vraiment ces 2 pratiques. Et ce qui est marrant, c'est que ça a été 2 éléments qui se sont suivis un peu comme 2 voies comme ça qui cheminaient ensemble, qui se sont nourris l'un et l'autre. Et en fait, directement, j'ai mis les pieds dans la pluridisciplinarité. Donc, directement, j'étais dans la transversalité et ça a défini ma façon de travailler à un point qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas travailler autrement. C'est-à-dire que j'ai besoin de concilier plusieurs pratiques différentes pour vraiment avoir cette énergie, ce mouvement, et qui, je trouve, l'un nourrit l'autre. Et au final, même si peut-être parfois à l'extérieur, on peut avoir le sentiment que c'est dissocié, si on regarde bien, c'est assez lié. Et là, pour le coup, il y a une vraie perméabilité. Expliquez-nous votre activité. C'est quoi le studio Emmanuel Roule aujourd'hui ? Je dirais qu'il a la même mission presque que quand il a été fondé en 2007. En tout cas, il y a tout un aspect qui est vraiment du design graphique et de la direction artistique. Design graphique, donc plutôt print, qui est d'accompagner des marques, des particuliers dans la création d'une identité visuelle et toutes les déclinaisons possibles. Et la direction artistique, pour le coup, là, c'est plus un travail de conseil, d'accompagnement, d'accompagner les personnes sur l'écriture de leur projet ou sur un travail d'analyse d'image ou d'accompagnement d'image. Donc ça peut être autant des bureaux d'archi que des marques. Et je suis plutôt estampillée culturelle, historiquement, ou le champ de la gastronomie. On va dire que c'est un peu le domaine dans lequel j'évolue depuis. Et ça, c'est donc un fil rouge qui reste, parce que ça continue d'être donc mon métier a priori de par la formation scolaire, et celui qui aujourd'hui me plaît encore. Enfin, j'adore ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, mais c'est vrai que je ne pourrais pas faire que ça. Et la chance, c'est que du coup, j'ai fait donc ces 10 ans de collectif avec ce travail autour des abeilles, dans lequel en fait on a été 4 personnes à mener un projet artistique qui avait vocation à développer tout un propos évidemment environnemental, écologique, mais sans l'estampiller comme tel. C'est-à-dire que l'intérêt en fait de développer cette pensée-là via un geste artistique, ça nous permettait d'avoir une liberté d'action, de ton, qui pouvait très bien alterner entre l'humour et un peu la provocation, que seul le champ artistique ne permet d'avoir. C'est-à-dire que tout en respectant profondément tout le travail que peuvent faire des ONG ou des associations d'utilité publique, ils ont, de par ce rôle un peu institutionnel, une obligation de ton qui peut être parfois malheureusement lu comme culpabilisant, moralisateur. Et nous, on pouvait être à contrario de ça. Et donc, on a développé comme ça, par ce prisme du travail avec les abeilles, qui en plus d'être hyper intéressant et de nous connecter au vivant, c'était une manière de se dire comment, évidemment, on remet en relation les humains avec leur biotope originel, et ça dans le champ urbain, puisqu'a priori c'est le terrain où on est le plus en déconnexion, et en même temps c'est là où il y a le plus de monde, et en plus c'était d'agir dans l'espace public qui est a priori l'espace commun. Donc comme ça on essayait d'être le plus large possible et le plus fédérateur, et donc le principe qu'on développait, c'était de construire des installations à échelle 1 qu'on disposait sur les trottoirs des villes, et dans lequel on mettait en relation des humains et des abeilles. Et ça, c'était le point de départ à développer tout un projet qui, par la suite, s'est appelé la Banque du Miel au moment de la crise des banques en 2007, et de se poser la question de est-ce qu'on peut proposer un autre type de banque. Voilà. Dans une Alors, banque on peut un tout petit peu détailler, c'est intéressant, parce que moi, je la connais, cette histoire, mais on va la raconter, la Banque du Miel, non ? Un peu mieux que ça. On peut en parler, effectivement. Donc ça a été une aventure qui a été pensée en 2007, qui a été lancée en 2009. C'était une manière pour nous de radicaliser un peu notre propos à l'époque. Pourquoi on a radicalisé notre propos ? Parce que la situation se radicalise aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue encore en 2021 de parler de l'accélération du réchauffement climatique, mais on sait très bien que ça, c'était déjà là. C'est-à-dire que quand on parle d'accélération, en fait, il faut déjà remonter à quelques années antérieures. C'est-à-dire que cette accélération, effectivement, elle est encore plus rapide, mais elle était déjà là. Et donc, nous, par rapport à ça, on se dit, en ayant cette posture, évidemment, d'artiste, mais avant tout de citoyen, et puis d'individu, c'était de se dire
Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Et en plus, on avait avec nous, les abeilles, on a finalement avec les abeilles un témoin. C'est-à-dire qu'en voyant l'évolution d'une ruche, en voyant l'évolution des colonies, on constate ou pas des dérèglements. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, en se retrouvant un peu comme ça, fermier urbain, et en écoutant surtout d'autres personnes, parce qu'on s'est mis évidemment à voyager, donc on a rencontré énormément de personnes, énormément d'apiculteurs, qu'on a vu très souvent dans une certaine détresse, c'est-à-dire qu'en 2010 est arrivé ce qu'on a appelé, enfin, ce qui a été médiatisé, mais qui existait avant, le syndrome d'effondrement des colonies, c'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des situations et des apiculteurs qui arrivaient sur leur cheptel de ruches, et quand ils ouvraient leurs ruches, elles étaient vides, ou quasiment vides. Et surtout, le syndrome caractéristique de ces disparitions, c'est qu'il n'y avait pas d'individus morts autour de la ruche. Donc en fait, les abeilles disparaissaient. Et la question, c'était, mais que deviennent-elles? Et depuis, même s'il y a des théories qui ont été développées multifactorielles, on sait très bien que la raison principale, c'est l'usage intensif de pesticides lié à l'agriculture intensive et notre manière de produire de l'alimentation et notre manière aujourd'hui d'avoir une pratique agricole qui est soi-disant liée à la révolution verte, mais qui n'a rien de verte. Et donc, ce qui se passait, c'est que comme il y a des vagues énormes d'épandage de pesticides, les abeilles vont butiner à des moments où les plantes sont en floraison, ce qui est normalement interdit, et donc sont en contact avec ces substances, et les molécules sont tellement fortes qu'elles leur créent un syndrome de désorientation, donc elles ne peuvent plus regagner la ruche, et on a donc des disparitions massives de colonies, qui a pour conséquence de mettre en danger, au-delà de tuer un animal, un insecte, c'est-à-dire qu'on met à mal toute la question de la pollinisation, qui est donc ce service public gratuit rendu par les abeilles, qui assure quand même 75% de notre alimentation. Donc, face à ça, qui était quand même évidemment une situation dramatique qui n'a pas changé, qui continue, c'est-à-dire qu'on continue de faire ça, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire, et à ce moment-là, comme il y a eu cet effondrement des banques en 2007 avec Lehman Brothers, qui a dérégulé le marché, on s'est posé la question de reprendre un peu à la source des termes et se dire on va créer une banque qui serait moins opaque, avec une posture plus vertueuse en soi, en proposant à des personnes en fait de ne pas être actionnaires de la Banque du Miel, mais sociétaires, ce qui change tout, et de devenir sociétaire de la banque en ouvrant un compte épargne abeille, qui avait littéralement vocation à épargner les abeilles de la folie des hommes. Et donc c'était un dépôt fixe qui faisait que quand on déposait cette somme, on devenait donc acteur de ce projet, et le principe, c'est que cette banque itinérante était accueillie dans des projets de résidence par des théâtres, par des centres d'art, par des lieux culturels, sur des temps longs, parce que c'était accompagné de l'installation d'abeilles et que le calendrier biologique d'une abeille fait qu'on ne peut pas l'installer moins de plusieurs mois parce qu'on respecte l'animal. Tout ça a été fait avec des espèces d'abeilles locales, avec des apiculteurs locaux, et donc ça nous permettait évidemment de faire énormément de médiation et surtout de donner la parole à ces apiculteurs qui souvent constataient tous ces dérèglements un peu dans une posture très solitaire de leur vie d'exploitant agricole quotidienne. Donc là, on leur donnait un peu de visibilité. Et tout ça nous permettait aussi de convier un certain nombre d'expertises, parce qu'on se rendait compte aussi qu'installer une ruche quelque part, c'est évidemment un indicateur du développement du territoire, et qu'on s'est rendu compte que, par exemple, nous produisions un miel, ça s'appelle le miel béton, et ce qui était intéressant de voir, c'est qu'on produisait en ville 4 à 5 fois plus de miel que dans les campagnes. Sauf que notre discours, c'était de dire l'erreur est urbaine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se réjouir de ça. Parce que si on fait ça, ça prouve qu'il y a un dérèglement dans les campagnes, sauf qu'aujourd'hui, ce qui nourrit les humains, c'est la campagne. Et en aucune manière la ville. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'éclairer justement toute la question du monde rural et du monde agricole. Et donc, par rapport au compte épargne abeille, les personnes qui ouvraient ce compte devenaient sociétaires et on organisait des assemblées générales extraordinaires où on posait la question du réinvestissement de ce butin commun. Magnifique projet qui vous a tenu pendant 10 ans et la matière revient dans votre vie. On va tout de suite faire le pont entre comment cette préoccupation de la nature, de la durabilité est dans votre vie aujourd'hui à travers votre pratique artistique et artisanale. Comment c'est resté? Parce qu'évidemment que c'est resté, vous connaissant. Alors effectivement, cette histoire des abeilles, elle a un lien aujourd'hui avec ma pratique liée à la question de la terre. Donc ce qui est marrant, c'est que les abeilles sont revenues dans ma vie dernièrement directement par rapport à ce matériau argile. Après ces 10 années de collectif, je l'ai quitté pour fonder un collectif de céramistes avec 3 autres personnes, 3 autres céramistes. On a fondé un lieu et un collectif qui s'appelait Gangster, situé à Bastille, à Paris, exactement. L'élément qui a créé ce collectif, c'est qu'on est tombé sur un lieu vacant à Bastille, ce qui était quand même suffisamment rare pour sauter sur l'occasion. Et on avait en commun à la fois ce matériau, mais le fait d'être tout autodidacte, ce qui était quand même particulier. Donc on a fait ce choix de se dire on a toute une pratique plutôt en cours du soir et là on va se donner les moyens de développer autrement en ayant un four et donc notre four et une possibilité d'accroître les possibles. Donc on a aménagé cet espace.
Il faut savoir aujourd'hui que beaucoup d'ateliers de céramique ouvrent, mais que l'équilibre financier d'un atelier de céramique est très compliqué. C'est un métier qui est très difficile de déléguer. Et on atteint très rapidement un seuil de rentabilité parce que le champ de la sculpture, il faut avoir un marché et c'est pas toujours facile de trouver des collectionneurs, des acheteurs. Et dans le champ de l'utilitaire, on a, on va dire, une grille de tarifs qui est un peu fixe parce qu'il est difficile de vendre une assiette au-delà de 40 €, bien que ça soit un objet très technique. Souvent, les gens ne le pensent pas, mais en fait, c'est quand même du travail. Et c'est une certaine technicité, donc ce n'est pas si simple à faire. Du coup, la plupart des ateliers de céramique trouvent leur équilibrage financier en donnant des cours. Sauf que nous, on voulait pas faire ça pour plusieurs raisons. D'une, notre espace était trop petit. Et en second, parce que on savait très bien que c'est extrêmement chronophage et on voulait plutôt se donner la chance de développer une écriture personnelle et pas avoir un temps pris par ces cours. Et puis par ailleurs, on avait toutes des pratiques à côté. Sauf Judith Lasserie qui à l'époque était vraiment 100% sur la terre. Toutes les autres, on intervenait soit dans d'autres projets, soit on avait notre propre studio graphique ou de création. Et du coup, on a fait le choix de se dire, eh bien, on va créer une 5e entité dans cet atelier qui sera Gangster, qui sera donc la signature du collectif. Et en vendant les pièces fondées par Gangster estampillées du nom du collectif, on va essayer de rentrer dans nos frais. Et c'est ce qui s'est passé, ça a fonctionné. Au bout de combien de temps vous êtes rentré dans vos frais ? Très rapidement. On a eu beaucoup de chance parce que on était une époque où la céramique commençait à être un peu tendance, moins qu'aujourd'hui. Donc c'était en 2017. Et puis 2 autres projets se sont créés simultanément qui ont aussi mis en lumière ce matériau qui était donc Brutal Céramique, avec lequel nous on a travaillé très vite, qui a été fondé par Estelle Loiseau. Et quelques mois plus tard, Stéphanie Picaglio qui crée Clay. Donc il y en avait une qui était vraiment sur l'édition, l'accompagnement de la visibilité de céramistes, français mais aussi ailleurs. Nous qui étions vraiment un collectif dans le fer et à créer cet atelier en plein cœur de Paris. Et ensuite Clay qui était vraiment sur la formation, la transmission. Et donc ça a créé un peu de visibilité. On a eu un peu de presse parce que le fait qu'on s'appelle Gangster, c'est un peu intrigué. Et ce qui est marrant, c'est que ça a évidemment mis en lumière le collectif, ça nous a aidé à vendre nos pièces et en plus, ça nous a mis en lumière dans nos individualités. Donc, le collectif s'est arrêté début 2020, indépendamment même du contexte de la pandémie. C'est que on peut dire d'une certaine manière, et c'était assez heureux, c'était qu'on était victime un peu de l'engouement qu'il y a eu et qui fait qu'on n'avait plus de temps à dédier à ce collectif. Et on s'est dit, bah c'est pas grave, ça a été une très belle aventure, on s'arrête là et maintenant on va plus continuer tous nos projets personnels. Et chacune sa voie. Et quasiment toutes, on a quitté Paris. Parce que si on veut vraiment développer sa pratique, bah c'est plus facile de quitter Paris, d'un point de vue financier. Oui, pour avoir un espace plus grand. Exactement. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui à Marseille, dans le quartier du Vieux-Port et dans votre nouveau studio que vous inaugurez dans 15 jours. Racontez-nous ce lieu. Son esprit, son fonctionnement. Encore un collectif, vous n'êtes pas vacciné des collectifs, vous ? Non, j'ai vraiment un plaisir à travailler en groupe, avec la dimension plurielle, c'est quelque chose qui m'intéresse drôlement. Et c'est vrai que quand il y avait un peu l'idée de bouger à Marseille, je me voyais pas monter un lieu toute seule. L'arrivée déjà à Marseille, c'est faite évidemment pour avoir envie de changer de mode de vie, mais c'est vraiment fait en lien avec le matériau terre. C'est-à-dire que, donc en 2019, je reviens juste un tout petit peu en arrière pour expliquer la genèse, mais en gros, donc ce collectif Gangster qui court de 2017 à 2020 fait que moi, je commence à travailler beaucoup plus la terre. Donc à ce moment-là, ça prend énormément plus de temps. C'est-à-dire que je pense que quand je suis arrivée au collectif, je devais dédier un temps d'à peu près 15% dans la semaine. Je suis très vite arrivée à 60-70, tout en continuant le graphisme, mais ça prenait beaucoup de place. Et ça s'est développé, ça s'est très bien développé. Et en 2019, à un moment donné, je me suis vue comme ça dans mon atelier, a priori en capacité de produire des pièces, de les commercialiser, mais d'être très vite estampillée un peu dans le champ de la décoration. Et bien que ça soit très intéressant, je me voyais encore continuer à produire des objets dans un processus certes vertueux, mais qui continuait quand même de me poser question de qu'est-ce que c'est d'alimenter encore un marché, on va dire, d'objets et de vases et ainsi de suite. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le matériau, c'est-à-dire ce qu'il racontait, d'où il vient. Et du coup, j'ai écrit un projet de recherche qui s'appelle Patrimoine Vivant, que je peux mener en parallèle, on va dire, de mes productions de pièces. Et comme aujourd'hui, financer un projet de recherche, c'est très compliqué, en dehors d'un cursus scolaire, et comme le principe de mécénat n'est pas toujours évident, donc l'idée c'est que je finance cette recherche, je l'autofinance en produisant des pièces. Et ces pièces que je produis, je les commercialise et je réintroduis ces fonds dans ma recherche. Donc l'idée c'est qu'il y a une partie visible de mon travail qui sont ces pièces. Et à côté, il y a cette lame de fond qui, moi, m'intéresse drôlement et qui vient évidemment recroiser tous ces champs de la dimension écologique et environnementale et qui me permet de tenter, en fait, via ce processus de recherche, de faire une démonstration
et de la mise en lumière d'une filière du matériau terre qui permettrait d'axer autant sur la terre crue que la terre cuite. Parce qu'aujourd'hui, il y a un engouement très fort pour la céramique, donc c'est la terre cuite, et c'est un peu réintroduire tous les champs possibles d'usage du matériau terre et dans tous les différents types de typologies, et de faire une démonstration de tous les champs d'application qui existeraient, autant sur l'architecture, le mobilier et l'objet, et qu'on ait comme ça une lecture en fait de tout ce qu'on peut faire avec, comme on a aujourd'hui une lecture d'usage de la filière bois, où de façon très évidente, on sait très bien où a priori on peut se renseigner, où on peut trouver des savoir-faire et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Sur la terre, c'est plus compliqué. Et c'est extraordinairement vaste comme champ de recherche. Très. Ça, c'est quoi? Vous allez y passer votre vie? J'espère bien. J'espère qu'elle sera longue. Mais ce qui est bien, c'est que je suis loin d'être seule sur ce terrain. C'est qu'en fait, des gens qui travaillent la terre, il y en a énormément, ils étaient là bien avant moi. L'idée, c'est juste de la mise en lumière et c'est juste fédérer des process et d'accompagner en même temps cette visibilité. Ça, on va dire, c'est le projet global. C'est-à-dire en les exposant, par exemple, dans ce lieu à Marseille? C'est en les exposant et c'est surtout aussi en travaillant avec eux. C'est-à-dire qu'en développant des principes de prototypage, en développant et surtout d'inclure dans ce champ-là, qui est souvent la question des savoir-faire, la question du design, qui est souvent un élément occulté, par aussi méconnaissance des fois du terme, parce que je pense qu'ils le font, mais sans le dire, mais en tout cas, d'essayer de poser vraiment ces questions d'ergonomie, évidemment, d'usage, de champ d'application, mais surtout d'édition, de micro-édition, et pourquoi pas de dimension industrielle, semi-industrielle, c'est-à-dire de viabiliser des process pour faire qu'à terme, le plus grand nombre puisse avoir accès à ces objets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis dans une pratique qui est plus dans un design de collection, donc clairement, je cible très peu de gens, mais l'idée, c'est de collaborer avec d'autres personnes sur d'autres territoires pour justement créer des process de fabrication et de diffusion, et notamment pour donner juste un exemple, parce que du coup, ce projet Patrimoine Vivant, voilà, est assez constellaire, un certain nombre de ramifications. Et l'idée, c'est de prendre petit à petit certains éléments. Donc là, actuellement, il y a 2 champs d'application principaux. C'est une résidence dans un Fab Lab dans la Drôme qui utilise une imprimante 3D qui permet d'imprimer la terre. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est comment on peut mécaniser un peu ce matériau et essayer de sortir de la micro-édition, de la micro-série et justement de répondre à ces enjeux-là. Et surtout, on a une rapidité de production. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que ce Fab Lab est situé dans la Drôme, qui est l'un des territoires en France qui détient le plus, on va dire, d'entités qui ont une capacité technique à travailler la terre, qui ont une maîtrise qui va vraiment de l'industriel à fabriquer des isolants électriques pour nos lignes à haute tension jusqu'à le petit potier dans son village. Ils ont un savoir-faire qui est quasi unique dans sa diversité et dans sa recherche. Et si vous regardez n'importe quel document touristique ou de valorisation du territoire de la Drôme, les 2 axes qu'on va trouver, c'est la question de la nature, le paysage naturel, qui est un atout majeur, et le patrimoine historique, architectural, médiéval. Mais pas la terre. Jamais. Et donc l'idée, c'est ça. C'est comment on donne une visibilité de ces acteurs-là, en disant qu'en fait, on peut aussi parler de la question du territoire par une question géologique, géographique, parce que s'il y a tous ces savoir-faire de la terre, c'est bien parce que sous nos pieds, il y en a. C'est-à-dire que c'est bien parce que le terroir local est ce terroir d'argile qui a justifié qu'il se développe sur place. Donc, comment on donne une lecture globale de ces savoir-faire à l'échelle de ce territoire? Donc, et ce qui est marrant, c'est qu'à la fois, on a une poterie très ancienne, incroyable, qui s'appelle Cliouskla, qui existe depuis des siècles et qui a été repris en 2017 par des employés qui ont monté une SCOP, qui sont aujourd'hui détenteurs de ce lieu, qui sont passionnés et passionnants, et qui en plus continuent d'extraire leur terre faïence, en sachant qu'en France, on a peut-être une dizaine de potiers qui continuent d'extraire leur terre, donc c'est vraiment quelque chose qui se raréfie. Et en même temps, on a ce Fab Lab qui imprime la terre en 3D. Et c'est-à-dire que c'est intéressant parce que c'est à la fois une ligne d'histoire et une ligne du temps. Donc voilà, donc l'idée, c'est évidemment de développer ça. Donc ça, c'est un premier axe, par exemple, qui a plusieurs champs d'application. Et puis, c'est un projet pour lequel on se donne du temps. Et ça, c'est un luxe qui est très heureux. Et à côté, par exemple, c'est en ça que ça me permet de retomber dans les abeilles et ça me permet de reconnecter à Marseille parce que je n'ai pas perdu le fil de la conversation. Tant mieux parce que moi, un peu, mais j'aime bien. C'est vaste, hein. Ouais. C'est que, du coup, quand je lance Patrimoine Vivant, je suis invitée à partir travailler avec des dernières tribus de femmes potières des montagnes du Rif au Maroc. Donc je me retrouve à passer 1 mois comme ça dans les montagnes, dans des villages ultra isolés avec ces femmes qui sont détentrices d'un savoir-faire, héritées du néolithique, donc il y a plus de 10 000 ans, qui ont une pratique de la terre totalement vertueuse, puisqu'elles vont chercher à dos de mulet ces concrétions de pierre qu'elles vont venir tamiser, qu'elles vont humidifier et donc
produire de la terre, et qu'elle colorise uniquement avec des engobes naturelles, donc elle n'utilise pas des mots, et qui est en train de disparaître parce que d'une, c'est le travail des femmes, donc peu reconnu, et en plus parce qu'il y a l'avènement de la faïence et du plastique qui le fait disparaître. Donc l'idée, c'était comment on peut pérenniser ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, cette invitation, l'idée, c'était de réfléchir à une modalité d'étanchéifier ces pièces, puisqu'elles cuisent à feu ouvert, donc en très basse température, donc les pièces ne sont pas vitrifiées, et donc restent poreuses. Et ce qui en général permet d'étanchéifier les pièces, c'est de l'émaillage, sauf que l'idée, c'est de ne pas amener l'émaillage, qui est d'introduire des substances naturellement toxiques. Donc qu'est-ce qui pouvait s'offrir à nous? Et à ce moment-là, moi, j'avais envie de réintroduire les émaux à la cendre, qui étaient les premiers émaux qui existaient avant l'arrivée du plomb. En plus, elles ont beaucoup de cendres. Et en fait, ce qui a été assez incroyable pendant ce voyage, c'est qu'à ce moment-là, je me rends compte que ça pose encore la question des émaux, ce n'était pas a priori la bonne chose. Et un soir, tout en étant avec ces femmes et en vivant une expérience incroyable, je tombe sur un livre français, La céramique marocaine, donc je le feuillette. Je relis l'histoire de l'apparition de la céramique et je découvre qu'au moment où elle a apparu il y a 10 000 ans, au moment de la sédentarisation des populations, ils avaient besoin de stocker de l'eau et de l'huile, et donc il fallait étanchéifier les pièces, puisqu'ils avaient les mêmes problématiques, et donc ils ont utilisé la cire d'abeille. Incroyable. Et donc là, je me dis, voilà, c'est ça, c'est le lien. Donc j'ai remis les mains et les pieds dans la cire. Une petite digression, je m'autorise sur cette jolie route qu'on prend avec vous, bercée par votre voix. Qui finance ce projet au Maroc ? Vous autofinancez pas quand même un truc comme ça ? Non, en fait, je dirais même que c'est un projet sans financement. C'est-à-dire que la structure qui m'invite, c'est une jeune association. En gros, leur envie, c'est de valoriser des savoir-faire au Maroc qui sont en train de disparaître, un travail de textile dans le sud et un travail sur la terre dans le nord. Mais ils se donnent cette mission avec très peu de moyens, mais avec la conviction que ça doit être fait. Moi, je les rencontre très rapidement, je leur parle de mon projet, ça match, et en fait, on est parti. C'est-à-dire que, pour être tout à fait transparente, il n'y a pas de budget. Moi, ils m'ont juste indemnisé mes frais, mais ils étaient en incapacité de me payer, je le savais, et j'ai fait le choix de me dire, je pars. Je ne le regrette pas parce que c'était une expérience incroyable, et en plus, ça a été vraiment, de par ce lien de nouveau qui est apparu avec les abeilles, une rencontre incroyable. Mais la question même des projets de résidence et comment ils sont financés, c'est un vaste sujet, parce que, et là je digresse aussi, c'est-à-dire que la plupart des résidences ne sont pas financées, très peu sont financées, avec une sélection très très difficile, réservée à assez peu de personnes, et la plupart des résidences, on est soit indemnisé, voire on paye. Donc c'est ça la réalité. Ouais, c'est important de le dire, je crois. On peut donner le nom de cette association ? Memory. Voilà, et qui sont aujourd'hui basés à Marseille. Et l'arrivée à Marseille, c'est fait pour ça, parce qu'à un moment donné, ce projet au Maroc se développant, on était juste avant la pandémie, parce que j'y suis allée en octobre 2019. On avait plein de choses incroyables à faire en 2020 qui ont été stoppées, parce que quand moi je suis rentrée de ce voyage très vite, j'ai du coup ajusté mon projet de recherche parce que d'un coup j'avais eu un champ d'application qui me permettait de valider un certain nombre d'hypothèses que j'avais fait avant dans le travail d'écriture. Et à ce moment-là, je suis allée taper aux portes d'un certain nombre de personnes comme l'ambassade du Maroc en France et un certain nombre de partenaires qui ont dit « Très bien, nous ça nous intéresse, il faut faire quelque chose ». Donc, et surtout, ce qui m'intéressait et qu'on souhaite développer par la suite, même si on a été un peu freiné, mais on est toujours très fervent défenseur de ça, c'était de se dire qu'il y a quand même toujours une difficulté dans ce projet et qu'il faut vraiment mesurer, c'est que d'une, on pose la question d'un patrimoine, mais un patrimoine qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout anodin d'être une structure française, quel qu'il soit, d'aller au Maroc et de se poser la question de, même si les intentions sont tout à fait honorables, je voulais en aucune manière me dire si on produit des pièces là-bas, parce que c'était aussi une idée, produire des pièces ensemble et qu'en commercialisant ces pièces, on aide aussi à financer ce projet. Parce qu'à la base, ce premier voyage est un voyage de repérage. Et à l'issue de ça, moi, j'aurais proposé un projet plus conséquent. Et c'est là qu'on s'est dit, on va se donner les moyens de le réaliser, donc on va aller chercher de l'argent, très pragmatiquement. Et des soutiens humains et financiers. Et à ce moment-là, l'idée, c'était de se dire, eh bien, si on produit des pièces, qu'on les expose en France, moi, je ne me voyais pas raconter un folklore local, montrer des photos. Je m'étais dit, puisqu'elles sont en capacité de me recevoir, eh bien, moi, je suis aussi en capacité de les recevoir, qu'elles viennent en France. Donc, l'idée, c'était de se dire, eh bien, on va aussi faire venir ces femmes, celles qui le souhaitent, parce qu'il y en a qui ne le souhaitent pas. Il y en a qui le souhaitent. Les personnes les plus âgées ne le souhaitent pas, et les plus jeunes en ont très envie, ce que je trouve très joyeux. Et du coup, l'idée, c'était de les amener, notamment, parce que moi, par ailleurs, j'enseigne à l'ANSI, le matériau terre, donc l'école de la création industrielle, donc de design, qui m'a demandé en 2019 d'introduire le matériau terre dans l'enseignement, en sachant qu'ils ont un enseignement par matériau, mais que historiquement la terre n'y était pas. Incroyable, j'en reviens pas.
que ça a été fait si récemment, l'introduction. Oui, les étudiants œuvraient activement à le demander depuis des années et c'est quelque chose qui a pris un peu de temps, donc c'est en train de se mettre en place. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, ces femmes sont détentrices d'un savoir-faire qui est quand même incroyable et qui ont une technicité assez remarquable, et donc voilà, de les faire venir dans l'école. Donc voilà, c'était tous ces ponts qu'on voulait créer avec le Maroc, et à un moment donné, ce projet se développant, je ne le voyais pas hébergé à Paris, parce que du coup, ça devenait presque une pratique hors sol, et donc Marseille devenait le point d'ancrage de ce projet. Et donc, vous continuez à enseigner à l'ENSI depuis Marseille? Oui. Vous faites les allers-retours? Oui, parce que j'ai pris un format d'enseignement sous le principe de workshop, donc c'est des semaines dédiées à l'année. Voilà. Waouh, l'agenda d'Emmanuelle Roule, il doit être costaud. Ouais, mais c'est stimulant. Ça en fait des projets. Et donc, on disait qu'on perdait pas le fil, tout ça pour dire qu'on arrive à Marseille. En effet, là, tout se tient. Et donc, ce lieu, on n'a quand même pas expliqué complètement le lieu, là. Donc, je vous relance sur le lieu. Racontez-nous ce lieu, Emmanuelle. Donc, l'arrivée à Marseille, c'était l'idée évidemment d'avoir un espace de travail plus grand et de se poser la question de qu'est-ce que pouvait être un atelier dédié aux matériaux terre. Et c'est à ce moment-là, je me suis associée donc avec Stéphanie Pigaglio, la fondatrice des Clés Ateliers, parce qu'elle en a maintenant 2 à Paris, enfin l'un à Paris et l'autre à Montreuil. Et en fait, ce que je trouvais hyper intéressant et ce qu'on trouve très intéressant dans cette association, c'était de se dire qu'on a évidemment en commun un matériau, tout en ayant 2 pratiques très différentes mais très complémentaires. C'est-à-dire qu'elle met en place des espaces qui invite qui le souhaite à avoir une pratique. Même les débutants. Tout niveau, complètement. Et qui, en gros, offre la possibilité soit d'avoir une pratique de loisir de temps en temps ou très régulière, mais aussi d'avoir un principe d'accompagner des personnes qui seraient soit en situation de reconversion, mais qui voudraient viabiliser un projet et qui ne se sentent pas d'ouvrir un lieu, soit des personnes qui sont jeunes diplômés et qui ne sont pas en capacité d'acheter leur four, s'installer, et donc qu'on accompagne et d'avoir un petit peu un effet tremplin. Et évidemment, en s'associant, c'était aussi avoir un marqueur un peu fort et un peu comme ça affiché, de se dire... Moi, a priori, je suis plutôt du champ de la création contemporaine, du design, et donc Clé beaucoup plus sur les métiers d'art et la question même de l'artisanat, parce qu'en plus, ils ont plus globalement, les personnes qui viennent, une approche utilitaire qui est moins mon cas. Mais ça nous permettait ensemble d'avoir un espace qui, autour du même matériau, permet de croiser à la fois effectivement les métiers d'art, la création contemporaine, le design, la recherche et l'expérimentation. L'idée, c'était d'avoir modestement, parce qu'on a fondé ça nous-mêmes, avec nos fonds propres et beaucoup d'envie d'énergie, cet espace hébergé à Marseille est le plus central possible, et on a eu beaucoup de chance, on a trouvé cet espace. Est-ce qu'il y a eu des anges gardiens sur votre route dont vous aimeriez qu'on donne les noms ? Il y en a eu, évidemment. Déjà, Patrick Locrane, mon prof de céramique à Saint-Denis, qui, je dirais pas que tout vient de lui, mais ça a été vraiment... Enfin, je peux même pas en parler au passé, parce que c'est toujours une rencontre actuelle. C'est évidemment devenu un ami. C'est quand même un être remarquable, avec une humilité assez exceptionnelle. Quand je suis arrivée dans cet atelier, donc moi, je ne connaissais rien. Et il m'a dû me montrer, je pense, en un quart d'heure, la première séance, les 3 choses un peu pratiques de ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. Voilà, là c'est rangé comme ça, là il y a ça, tel type de terre, et c'est bon. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai eu le sentiment tout de suite qu'en fait, la terre, c'était très facile à travailler, mais dans le sens accessible. Et il m'a donné vraiment, et je le dis souvent, mais une approche décomplexée de ce matériau. Et je pense que, mine de rien, ça a insufflé tout le reste, c'est que ça participe à l'image que j'en ai, et je crois qu'indirectement, l'image que je véhicule, qui est vraiment ce champ des possibles, ce champ d'application qui est gigantesque, qu'il faut même circonscrire, parce qu'on peut s'y perdre tellement entre la couleur, entre les colorations naturelles de la terre, des types de terre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une rencontre... assez exceptionnel. Après, c'est des personnes qui vont jalonner mon parcours, peut-être dont je vais être moins proche, mais qui vont être un peu des éclairages. Il y a un documentaire, ce n'est pas une personne, mais il y a un documentaire qui a été vraiment un électrochoc. Malheureusement, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais c'était « Nos enfants nous accuseront », qui a été vraiment ce documentaire où d'un coup, justement, on a déconstruit l'image de l'agriculture. J'ai toute une partie de ma famille qui vit plutôt en milieu rural, périurbain, et j'avais toujours le sentiment, parce que moi, vivant à Paris, à cette époque-là, j'étais a priori dans un espace pollué, et eux dans un espace sain. Et là, d'un coup, ça a rebasculé toutes les cartes. Et ça a été un électrochoc où je me suis dit, bon, il va falloir arriver à faire en sorte d'agir autrement. Et du coup, il y avait toute cette question des générations futures. Et d'un coup, c'était vraiment... ça prenait beaucoup de place. Et après, c'est écouter des gens... évidemment, enfin, j'ai eu de la chance de côtoyer et de travailler avec Gilles Clément. Et ça a été des rencontres très fortes, en tout cas, d'entendre ces personnes et de les voir agir... Voilà. Bah oui, bah voilà, 3 merci. Mis sur un chemin de vie, on prend. On connaît une fée des métiers d'art au Craft Project. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour vous avec sa baguette magique ? Je pense que vous aurez de quoi la faire bosser avec tous vos projets.
Je dirais que c'est vraiment la grande question, c'est vraiment une question à laquelle j'ai pas la réponse, c'est véritablement comment accompagner un projet de recherche. C'est-à-dire quand il y a une initiative comme ça qu'on porte soi-même, qui n'est pas née d'un cursus scolaire, qui n'est pas née d'une formation scolaire, parce que mine de rien, c'est quand même ce qui écrit a priori le chemin professionnel et qui continue d'être un peu la référence, c'est-à-dire que aujourd'hui, si je candidate à des modalités de financement, on va me demander mes diplômes. C'est vrai. Et je n'ai pas de diplôme dans ce domaine-là. Pourtant, je pense que mon expertise, même si elle est complètement perfective et j'ai énormément de choses à apprendre, je pense que j'ai d'une certaine manière forgé une légitimité. Comment on peut exister dans ce champ si a priori on n'est pas estampillé comme il le faut, et de trouver un accompagnement financier qui à la fois offre deux choses, un cadre financier et du temps. Parce que le lieu, on l'a fondé. Parce que le lieu, c'est à plusieurs égards, c'est évidemment avoir un espace de travail, mais c'est une visibilité. C'est de dire, ce travail de recherche qui peut être même un travail écrit, qui n'a pas toujours une forme aussi matérielle, parce que c'est aussi des intuitions, et puis que c'est un mode progressif. Le fait d'avoir un lieu, ça permet aussi de l'inscrire dans un espace, lui donner une visibilité et de dire c'est réel. Voilà, ce ne sont pas que des intuitions, ça prend forme. Et c'est vrai que votre travail de recherche, il va bénéficier à tout un secteur. Donc ce serait justifié qu'il y ait un financement collectif, peut-être public, d'un travail comme celui-là. Et l'idée, ce serait que des mécènes privés comprennent l'intérêt de ça, par amour des métiers d'art, par amour de la matière, pour pouvoir financer ce type de démarche. Oui, et puis c'est trouver des personnes, on trouve moins aujourd'hui, parce que l'histoire de l'art, c'est fait aussi par des personnes qui, à un moment donné, ont pris des risques, et ont osé quelque chose, et ont soutenu des pratiques artistiques a priori à contre-courant de ce qui se faisait, et qui se souvent ont pris un certain nombre de reproches, mais qui étaient convaincus, et l'histoire leur a souvent prouvé qu'ils ont eu raison. Et donc là, aujourd'hui, moi, je me pose la question de où sont ces personnes qui sont un peu dénicheurs et qui sont en capacité d'accompagner des choses qui ne sont pas dans le courant ambiant et qui, a priori, n'ont pas coché toutes les réponses. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas certifier à 100% que ce que je développe et tout ce que je développe va aboutir, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui ont fait leurs preuves, sauf que pour l'accroître et lui donner la possibilité de s'étendre, clairement, il faut un soutien. En quoi le soutien financier est majeur, c'est que justement, en ayant ces bourses, on peut dédier du temps. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, évidemment, je suis dans un jonglage qui m'intéresse, mais qui fait que pour pouvoir financer ma recherche, je travaille énormément à côté, mais du coup, j'ai moins de temps. Et c'est épuisant. Et on parle de combien comme budget de bourse ? On parle de quoi ? 50 000, 100 000 euros ? Il faut être précis pour la baguette magique. Je pense qu'il faut se donner une temporalité. Moi, je pense qu'il faudrait déjà se donner une étape d'au moins 3 ans pour vraiment avoir un temps de viabiliser et surtout de convoquer ces différents interlocuteurs qui aujourd'hui sont autour du projet. C'est-à-dire que le réseau, il existe. Et il y a le lieu, parce que le lieu est en capacité de les héberger et on a la capacité de pouvoir les accueillir pour travailler. La question, c'est comment on le finance. Oui, je pense que sur 3 ans, on est sur une enveloppe pour être confort et surtout payer les gens. Oui. Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire au-delà de payer du matériel, oui, une enveloppe à 50 000 euros me paraîtrait... 50 000 euros par an pendant 3 ans. Voilà, et bien la baguette magique a enregistré cette demande. C'est vrai, ce serait quelque chose très intéressant à accompagner. Je suis désolée, il faut qu'on conclue parce que vous avez un train. Oui. Vous exposez à Maison et Objets ? Non, je lance un événement au Beau Marché d'une collaboration sur la création de pots en terre que j'ai fait avec 2 tourneurs potiers et le lancement d'éléments de mobilier en aluminium brut. Et je participe à la Paris Design Week, à l'exposition Frugale, lancée par l'association Design Soutenable, qui met en lumière des pratiques artistiques et de design qui posent la question des usages de demain avec une forte dimension écologique et environnementale. Bien sûr, on va aller voir cette exposition, donc on en parlera à notre communauté. Merci Emmanuelle Roule. Merci beaucoup. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project